Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes encore des nôtres ce soir. Vous le savez, Live TV vous offre le rendez-vous pour décrypter, pour décortiquer, pour comprendre les enjeux de notre actualité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. L'actualité africaine est marquée par une sortie extrêmement importante, celle d'Anthony Blinken. Vous le savez, c'est le secrétaire d'État américain. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que l'Amérique a réalisé un record dans les relations avec l'Afrique. Record commercial, s'entend. Plus de 14 milliards de dollars d'échanges avec l'Afrique. Tout cela parce que la Chine est très influente et que l'Afrique a tendance à regarder vers nos amis les Chinois. Les Américains se battent. Ça vous fait plaisir, ça, hein, que les Américains essaient de nous attraper? Pourquoi cela me ferait plaisir, André? Je pense que vous étiez la chantre des anglophones. Bonsoir, André. Bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous pour ce grand talk. Nos amis sont présents. Isabelle Vauvor, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Bonsoir, Herman. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Même si tu ne me permets pas, et salut Maïe Goulé. Bon, oui. Herman, dis donc, bonsoir Daouda, merci d'être là ce soir avec bonsoir à tous, comme on ne le permet pas, qu'on te l'a permis, bonsoir Manassé Karamoko. Dis donc, bon, allons-y en même temps dédicace. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers tous. Voilà, comme tu me mets l'eau à la bouche, je salue toute la population de Pogouin, ce merveilleux village dans le Tampi. Voilà. Mais dis donc, André. Oui, cette émission est l'émission qui ressemble aux Ivoiriens. On les salue d'un côté, on leur fait un petit coucou, on aime ça, ils aiment ça aussi. Mais là, on va rentrer maintenant dans les débats d'idées et parfois ça peut être électrique, mais rassurez-vous, on a tous l'amour du débat, l'amour de notre pays et on est content de vous savoir nombreux à être avec nous. Le débat commence dans un instant. C'est Christelle Mélège qui n'arrête pas de dire à sa tata Cécile, plus de médicaments dans les rues, je n'en veux plus tata. Elle dit non, vous savez, ça coûte moins cher, tout ça. Et puis l'État lui dit, bon écoutez, nous on va éradiquer le phénomène, tout cela se passe à Jamé Roxy, on va faire en sorte que cela puisse cesser. Mais Christelle, on a le droit de se poser une question fondamentale. Hein, exactement. Est-ce que ce combat est perdu d'avance, André? Voilà, le marché Roxy fait encore parler de lui, il est à la une, tout simplement parce que les éléments de la section anti-drogue et de la cellule anti-drogue du port, appuyés des éléments de la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale, ont mené le 9 décembre une opération dans la commune d'Adjamé, toujours à Roxy, et donc plus de 2 tonnes, André, de médicaments de qualité inférieure ont été saisis, médicaments inférieurs et falsifiés, André, ont été saisis. Il y a toujours urgence quand on parle de Roxy. Ce combat est-il perdu d'avance? On le disait à l'entame de ce programme. On écoutera la réaction de nos différents amis sur ce plateau. Et on va commencer par Herman. Herman, c'est un combat qui est perdu d'avance. C'est une sortie qui vous semble provocatrice. On ne peut rien faire. Les trafiquants ont gagné à ce niveau? Je ne dirais pas que c'est un combat qui est perdu d'avance. Mais on va maintes fois revenir sur le même sujet, sur les mêmes faits. Tant que des mesures vigoureuses et rigoureuses ne sont pas prises, on sera au même niveau. Je vous donne quand même des éléments. En janvier 2022, il y a eu saisie par la gendarmerie de 5 tonnes de ces médicaments-là au marché Roxy, avec 21 personnes arrêtées. Très bien. En décembre 2019, saisie par la police de 4 tonnes de ces médicaments-là, seulement dans 2 magasins au marché Roxy. En octobre 2017, on avait espéré que ça puisse continuer, opération de destruction du marché Roxy, entamée, mais qui peine à aboutir. Aujourd'hui, le marché de Roxy a été indexé 1000 fois, comme vous venez de voir, pour ces gens de trafic-là. Mais on sait que c'est une grande pharmacie à ciel ouvert, une pharmacie par terre, un grand éditoire de distribution des médicaments qui ne sont pas conventionnels parfois. On sait tous l'impact nocif que ces médicaments-là ont sur les populations, notamment le tramadol qui est indexé dans la question, dans le Kadhafi. Donc aujourd'hui, si on arrive à ces successives tentatives de prise et qu'on ne détruit pas
carrément le marché de Roxy. Attendez, vous êtes en train de nous dire quoi? Vous êtes en train de nous dire il faut qu'on détruise le marché. Ben Est-ce que c'est dans les cordes aujourd'hui de l'administration? Ça avait été entamé déjà. Vous, voilà, c'est quoi? C'est on pas a de essayé volonté? on sait d'où ça... En ce moment, pourquoi on parle de lutte? Parce que l'année prochaine, on va revenir encore faire le point des saisies. On sait où ça se trouve et on sait l'impact nocif que cela a sur la santé des populations. Mais qu'on arrête, donc certainement que d'autres vont parler ici de volonté politique qui n'est pas forcément perceptible. Alors, Daouda, justement, Herman, dans son propos, a dit que Roxy, on avait tenté de détruire Roxy, mais Roxy persiste et résiste. Pourquoi, justement, on aurait l'impression que nos populations sont toujours poussées à aller vers le médicament qui serait frauduleux et falsifié, Daouda? En fait, de façon simple, moi je pense qu'en s'attaquant chaque fois à Roxy, c'est comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'on s'attaque, comment on appelle ça, aux conséquences, et pourtant on oublie la cause. Ouais. Le premier facteur qui fait que les gens vont vers ces médicaments dits de seconde zone, généralement, le premier impact, c'est la pauvreté. Les gens n'ont pas assez d'argent, les gens sont au chômage, les gens n'ont pas d'emploi. Donc finalement, ils n'ont pas les moyens d'avoir ces médicaments. Deuxième facteur, c'est en gros le facteur économique. Aujourd'hui, demandez en Côte d'Ivoire combien de personnes sont assurées. L'État est obligé de faire la police. Donc, vous parlez le facteur protection sociale. Protection sociale. L'État est obligé de faire la police derrière des gens pour qu'ils aillent se faire assurer pour pouvoir acheter des médicaments. Donc finalement, troisième facteur qui arrive, il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques dont les médicaments génériques ne peuvent pas régler leurs problèmes. Et finalement, c'est la rue. Finalement, comme le médicament en pharmacie coûte cher et que la personne n'est même pas assurée, finalement, elle se retrouve vers la rue. Donc, moi, je vais dire, aujourd'hui, il faut régler le problème à la racine. Si les gens ont des conditions au niveau social qui sont très bien, il ne faut pas aller vers la rue. Herman a donné une solution. Il faut... j'allais pas dire raser, mais il faut casser. Vous répondez à quoi? Parce que vous avez nous déterminé les causes. Pour moi, ce n'est pas de casser Roxy, c'est de régler la situation socio-économique des gens, leur trouver une bonne couverture maladie, de sorte à ce qu'ils n'aillent pas dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit pour moi dans un premier temps. Pendant tout le propos de Daouda, Élisée a dodeline de la tête. Il a dit non, tout ça, c'était pas vraiment très bien dit. Et Élisée, vous avez une autre perception, en tout cas une autre analyse de la situation. Oui, moi je rebondirai sur ce que Daouda a dit, mais permettez déjà de relever le fait que le trafic des médicaments illicites n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose au niveau mondial qui existe. Selon l'Institut national de recherche anti-contrefaçon de médicaments de Paris, basé à Paris, 10% du marché pharmaceutique mondial est constitué de faux médicaments, ce qui représente environ 85 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, par exemple, le secteur de la pharmacie aujourd'hui, à cause des médicaments frauduleux, paie entre 40 et 50 milliards de francs CFA, dont 5 milliards perdus par l'État de Côte d'Ivoire, sur les taxes et autres, tout ça. C'est vraiment important. Je ne pense pas que devant l'ampleur d'une telle situation, on puisse brandir l'argumentaire du fait que les gens sont pauvres. C'est pourquoi les gens vont là. Je trouve que non, c'est un peu simpliste pour moi. C'est un peu simpliste pour moi comme argument. Au vu de la proportion du mal. Oui, c'est un peu simpliste pour moi comme argument. Aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais, il y a des dispositions qui ont été prises, des mesures ont été prises. Avant, à l'époque, il était difficile de pouvoir avoir une plaquette, une seule plaquette en pharmacie, c'est-à-dire en détail, parce qu'il fallait prendre la boîte. Tout à fait. Des mesures ont été prises de sorte qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir, par exemple, la plaquette, c'est un exemple, je donne de paracétamol, entre 100 francs et 200 francs CFA en pharmacie. Mais quand vous partez à Roxy, là, vous n'avez pas moins que ça à Roxy. Cette plaquette-là, vous n'avez pas moins que ça à Roxy. Donc, on ne peut pas me servir l'argument que c'est parce que là-bas, c'est moins cher qu'on y va. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense que, justement, c'est parce que les gens savent qu'ils ont une alternative. En n'allant pas dans les officines officielles, ils ont une alternative qu'ils vont vers là-bas. Donc, si l'État prend ses responsabilités, comme tout le monde l'appelle de ses voeux, à savoir protéger, parce que la protection de la population passe par là également. Tout à fait. Il faut fermer purement et simplement ce marché. Il faut que cette volonté exprimée verbalement, oui, il faut que cette volonté politique exprimée verbalement se matérialise, se concrétise dans les actes. Il faut qu'on ferme cela. C'est une question de santé publique, une question de vie des populations. Très bien. Isabelle, vous avez entendu les garçons. Certains veulent les bulldozers à Roxy. D'autres disent, bah, écoutez, avec la pauvreté, il faut déjà commencer à faire en sorte que chacun ait un peu plus d'argent, ça va faciliter les choses. Et en même temps, chez Élisée et Herman, on parle de volonté politique.
Comment vous analysez tout ça? Et surtout, il note qu'il faut dire qu'à Roxy, les médicaments ne coûtent pas aussi, enfin, ne sont pas aussi moins chers au final que ça. Déjà, Élisée l'a dit à juste titre, c'est un phénomène mondial. Selon Interpol, l'Afrique est vraiment, si vous voulez, le marché mondial en fait où circule le plus de médicaments contrefaits. Ensuite, il faut savoir qu'à Djamé, là où se trouve donc le marché Roxy, c'est un quartier populaire et c'est vraiment le cœur d'où vient en tout cas tous les faux médicaments qui circulent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un carrefour commercial. Exactement, c'est un carrefour commercial. Et selon le groupe Sanofi, 30 à 40% des médicaments qui circulent en Côte d'Ivoire viennent de la rue, tout simplement. Donc c'est pour dire en fait que c'est un phénomène qui est alarmant, notamment pour la Côte d'Ivoire. Et on pourrait se poser la question de savoir mais d'où viennent ces médicaments? Quel est le circuit d'approvisionnement de ces faux médicaments? Dans mes recherches, en tout cas, que j'ai faites, je me rends compte que la plupart des médicaments qui transitent, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, viennent de l'étranger. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ça vient donc des pharmacies et laboratoires. C'est-à-dire que dans la chaîne de fabrication donc, des médicaments, il y a des médicaments qui sont défectueux et il y a des médicaments qui sont détournés, qui se retrouvent donc sur le marché de rue. Et il y a aussi un phénomène qui m'a vraiment, où j'ai été vraiment stupéfaite, c'est que vous savez, quand les malades sont soignés et que finalement ils décèdent, les médicaments qui restent dans les hôpitaux, exactement dans les hôpitaux, sont revendus exactement, par des agents véreux. Parce que pour la plupart, ce sont des médicaments qui coûtent extrêmement cher, comme par exemple le cancer, etc. Ce sont des médicaments qui coûtent cher. Et donc, ça se retrouve dans la rue. Donc, c'est une situation qui est alarmante. Selon l'OMS, faut savoir en fait qu'en Afrique, c'est 100 000 personnes qui sont tuées par an. Donc, c'est un problème à prendre au sérieux. Et donc, il y a des pistes de solutions qui existent, dont la sérialisation donc des boîtes de médicaments, de chaque boîte de médicaments. Il y a aussi la véritable opérationnalisation de la CMU, donc pour que justement toutes les populations puissent bénéficier. En tout cas, il y a toute une série de solutions. Exactement, je peux les citer. Il y a aussi énormément de campagnes de sensibilisation à faire, mais il y a surtout la pénalisation de la contrefaçon. Il faut qu'on arrive à pénaliser sévèrement pour dissuader en tout cas tous ceux qui veulent s'adonner à la chose. Et puis bien entendu, pour aller beaucoup plus loin dans mon analyse, il faut qu'on investisse massivement dans la création, en tout cas surtout en soutien aux laboratoires pharmaceutiques africains pour qu'on évite d'importer les médicaments en fait. Oui, parce qu'on pourrait fabriquer des molécules ici en Côte d'Ivoire, etc. Pour réduire un peu le coût des médicaments. Et à ce titre, j'ai même un exemple, le laboratoire pharmaceutique Emzor, qui est donc au Nigeria, qui est soutenu par la Banque européenne d'investissement, qui vraiment produit des médicaments comme le paracétamol, etc. en Afrique et qui approvisionne vraiment la plupart des pays africains. Et pour la bonne nouvelle, dans les prochains mois, il y aura un médicament qui viendra soigner, donc, qui viendra plutôt comment est-ce que je dis, guérir. Non, prévenir le paludisme. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai entendu ça dans la presse. Tout à fait. Bon, on va commencer avec Herman parce qu'il bouillonne, il a entendu pas mal de choses. Moi, je pense que la pauvreté, tout ça, c'est un prétexte du truc. Parce qu'on parle de santé des populations. Et puis, Élisée a bien fait de noter que ces médicaments-là, dans la rue, coûtent souvent moins cher que c'est au détail. C'est ce qu'il a dit. Beaucoup plus cher que dans les pharmacies. Et pour répondre, parce que moi aussi j'ai une préoccupation. Nos pharmaciens aujourd'hui, c'est vrai, ils sont allés à l'école, ils finissent cette année d'études où ils prennent connaissance des molécules, on leur apprend comment fabriquer quand même certains médicaments en soutien au laboratoire. Mais aujourd'hui, la plupart de nos pharmaciens, dans leur ordre, ils se mettent là, c'est de mettre des programmes comment on appelle, de pharmacie de garde et de vendre des bonbons. Quand je dis vendre des bonbons... C'est-à-dire, Herman, vendre des bonbons. On va exagérer quand même, Herman. Non, je n'exagère pas. C'est un corps de métier qui est quand même prestigieux. Oui, ailleurs, dans des pays, lorsqu'un médecin prescrit un médicament à un malade, avant même que ça n'arrive, tu n'arrives même à l'hôpital, à la pharmacie, quand tu les appelles, ils concoctent avec les molécules là, ils font de façon personnalisée ton médicament, ta potion, pour que cela puisse t'attendre. Je ne dis pas qu'on va arriver à ce niveau-là tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Finalement, tout ce qu'ils ont pris 7 ans, c'est d'aller vendre des médicaments prescrits par des Mais où est-ce que vous voulez en venir? C'est quoi le point? Le point même sur lequel je voulais venir, aujourd'hui, il y a un autre facteur qu'il faut regarder, la porosité de nos frontières. Lorsque Isabelle parlait, elle a évoqué pourquoi ça circule plus facilement en Afrique. Mais parce que chez nous, en Afrique, nos frontières là sont des endroits, des zones de corruption et autres. Facilement, dans nos ports,
les gens trouvent des mécanismes, des circuits d'approvisionnement du marché. Il faut biaiser quand même les propos, Herman. Nos frontières sont poreuses. Nos frontières sont poreuses. Ça vient de là aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, rôti, c'est l'éditoire de distribution, mais ça quitte quelque part pour venir à rôti. Donc, tant qu'on ne règle pas ces questions-là, on ne les adresse pas, on en sera toujours là. Très bien, merci. Daouda, les points de discorde avec le discours d'Isabelle, je vous voyais dire non, 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 avec Élysée également. Ils estiment que Roxy, c'est aussi cher, mais la raison principale n'est pas la paupérisation de la population. Il faut chercher ailleurs ces raisons-là. Non, moi, à les écouter, j'ai l'impression que pour eux, tous ceux qui vont à Roxy, ils vont pour aller chercher du paracétamol sûrement. Peut-être qu'eux, ils se soignent avec du paracétamol. Dieu merci, ils ne sont pas assez malades jusqu'à un stade. Ça n'a rien à voir, mon gars. S'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des maladies où les médicaments coûtent excessivement cher. Et ces maladies-là, les gens les portent à vie. Ils doivent se soigner à tout moment avec ces médicaments. Et techniquement, comme ils n'ont pas les moyens de se les acheter dans le marché normal de tous les jours, ils vont s'approvisionner peut-être au détail. Parce que je tiens à vous dire un truc qui est très important, que vous avez tendance à généralement oublier. Prenons le cas, je vais imager ça pour vous. Je prends une maison à Abidjan. Tout le monde peut payer le loyer d'une maison chaque mois. Mais c'est pour trouver la caution qui est le plus difficile. Et généralement, les gens préfèrent payer petit à petit. Et c'est pour cette raison que je dis aux uns aux autres, tu as parlé de volonté politique. Là où je parle de volonté politique, il faut permettre aux uns aux autres d'avoir les moyens de s'acheter ces médicaments. Il faut leur trouver une bonne couverture maladie universelle. C'est ça qu'il s'agit de réagir. Bon, moi, je pense que Daouda va un peu dans tous les sens. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Parce que quand il dit que les peut-être non, on se soigne au paracétamol. Non, Daouda, l'actualité est là. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve quand même de sérieux quand on est devant les gens. Le gouvernement, donc, j'estime que je suis pas assez sérieux. Non. Depuis une dizaine d'années. S'il te plaît, depuis une dizaine d'années. S'il te plaît, depuis une dizaine d'années, le gouvernement, même plus de 10 ans, oui. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures face à la question même des médicaments, de l'octroi des médicaments. Et c'est vrai, la question des médicaments avait été posée en son temps. Et des décisions ont été prises aujourd'hui. Les coûts des médicaments, mais il suffit juste de faire des comparaisons. Prenez le prix d'un médicament en pharmacie, tapez, essayez de voir dans la sous-région un peu. Ils ont essayé plus ou moins, dans la moindre mesure, d'harmoniser les coûts. C'est normal par rapport à la production du médicament. Donc, on ne peut pas estimer que les médicaments sont... C'est parce que c'est trop cher, les gens n'ont pas les moyens qu'ils vont... C'est pas vrai. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un venait se planter devant moi, excusez-moi du thème, mais qui dit non, parce que je suis pauvre, je me prostitue. Elle pourrait trouver ça comme un argumentaire. Mais nous, on lui dirait non. Ce n'est pas la seule voie par laquelle tu peux... Permettons à Daouda de réagir. Le dialogue. Ouvrez le dialogue, Daouda. Allez-y. Je comprends très bien ton point, ce que tu dis. Tu dis que la pauvreté n'est pas seulement le seul facteur. Mais ce que j'essaie de t'expliquer de façon simple et de façon claire, c'est que techniquement, tant que les gens n'auront pas les moyens nécessaires de se soigner, d'un premier point, tant qu'il n'y aura pas, en fait... Mais sur cette base-là, je pense si que le l'État coût des médicaments ne baisse pas... Je pense que ce dont tu parles des médicaments génériques. Mais je prends le cas d'un médicament qu'on appelle le Colchimax, je vais pousser ça qui te coûte en pharmacie 5 000 et que tu dois... C'est un antidouleur que tu dois payer à chaque fois que la boîte finit. Il y a une seule plaquette dans la boîte. Je vais rebondir. Allons sur ton Colchimax dont tu te parles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on décrit Roxy, c'est quoi? Ce n'est pas juste le fait de trouver le produit sur place. Mais vous savez qu'un médicament a des conditions de conservation. Oui, tout à fait. À Roxy, aujourd'hui, quelle garantie vous donnez que les médicaments sont conservés comme ils se devaient? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que le Colchimax, tu le retrouves à Roxy qu'il va te soigner, parce qu'il n'est même pas dans les conditions de conservation. Donc, c'est là où c'est un poison, en fait. Justement, Élysée, toi et moi, on est d'accord sur ce point, que ça tue les gens, ça a un impact négatif sur la vie des gens. Mais quand la personne étant malade, tu vois, veut se soigner sa douleur, c'est en ce moment-là qu'elle va pousser pour aller acheter cela. Et c'est pour cette raison que je dis, on est en accord sur le fait que c'est dangereux pour la santé, mais la volonté politique dont tu parles, il faut rehausser le pouvoir d'achat des gens, de sorte qu'ils puissent l'acheter. On a bien compris. Alors, on passe avec nos deux autres amis. On commence par Herman. Moi, ce que je veux dire, j'ai envie de poser quelques questions à nos amis. À combien coûte le Colchimax? Il a dit 5 500. C'est ça. Il y a combien de comprimés? Une plaquette de combien de comprimés? Donc, je crois que dans l'ensemble, il doit y avoir 30, je pense. Une trentaine. Ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que lorsque tu vas à Roty, les 30 comprimés, effectivement, tu ne vas pas les avoir tout de suite. Mais on va te faire peut-être un seul comprimé, comme ça va régler ton problème, un seul comprimé ou deux comprimés, peut-être à 500 francs l'unité. Mais quand tu reviens,
tu es le plus bourgeois. Nous qui allons en pharmacie, on est moins, c'est-à-dire qu'on prend la solution la moins coûteuse. Parce qu'au détail, puisque tu as dit quoi, lorsqu'on utilise la plaquette, après quand ça finit, il faut aller acheter. Mais la meilleure, on te dit que la meilleure boutique où tu dois aller acheter, c'est à la pharmacie. Puisque au détail, puisque tu avais un besoin permanent que tu dois renouveler à chaque fois, au détail, c'est le rôti revient plus cher. Mais en fait, le problème, c'est que je me dis que finalement, tu n'es Donc, jamais allé à rôti. la pauvreté. Moi, pour être déjà allé... Justement, qu'est-ce qu'on a foutu à rôti? J'aimerais... Je sais que je n'ai pas fait quoi. Je sais que c'est vous embêter. Mais pour terminer là-dessus, ce que je veux dire, moi, j'ai été à rôti dans le cadre d'une enquête. La même plaquette dont tu parles qui est payée à 5 500 ou 6 000 dans une pharmacie, la même plaquette, tu vas la retrouver peut-être à 2 000. Et ce que je dis, la pauvreté exécrable des gens les pousse à aller acheter des poisons. Il faut permettre aux gens d'avoir les moyens. Il faut baisser le coût de certains médicaments. Tout à l'heure, elle parlait de cancer. C'est pourquoi nous disons qu'il faut détruire Roti. Détruire Roti pendant que les gens sont en souffrance. Non, le problème d'abord, il faut régler le problème à la base. Et la base, c'est de réussir le niveau de vie des gens. Ça, c'est un. Et il y a une solution que tu as donnée. Il y a une solution que tu as donnée qui est très importante. Il ne termine pas, c'est Isabelle qui va terminer. Il y a une solution que tu as donnée qui est très importante. Il faut régler le problème de nos frontières. Il faut sensibiliser les uns et les autres à ne pas utiliser ces médicaments. Très bien. Merci beaucoup, Daouda. On va aller vers Isabelle. Je pense que tout le monde a tout aussi raison dans son point de vue. Moi, j'aimerais juste renchérir en disant, c'est vrai, il y a la pauvreté économique, mais il y a aussi la pauvreté de l'esprit, l'ignorance en tout cas des populations, fait qu'ils vont fréquenter en tout cas ces marchés de rue, notamment Roxy. Et pour rejoindre pour une fois le point de Herman, j'aimerais dire qu'il faut casser Roxy. Je prends le cas par exemple de la rue Princesse à l'époque, où là-bas il y avait vraiment une prolifération de meurtres, de vices, etc. Quand ça a été cassé, on a vu en tout cas que ça résorbait en tout cas une grande partie de la problématique. Je doute. Non, ok, ça c'est un autre sujet. Je laisse terminer. Mais c'est pour dire aussi que ça peut être en tout cas une bonne solution pour résorber la problématique actuelle, parce que comme je l'ai dit dans mes propos précédemment, le quartier d'Adjamé et notamment le marché de Roxy est vraiment la plaque tournante où circulent les faux médicaments en Afrique de l'Ouest. Très bien. En tout cas, c'est un sujet, voyez-vous, qui est d'une extrême importance pour la communauté nationale. Faire en sorte que même nos compatriotes qui vont prendre ces médicaments puissent se détourner de ces endroits. C'est un peu de cela qu'il a été question. Chacun essaie de proposer sa solution. On espère que les oreilles plus attentives choisiront les meilleures solutions proposées par nos différents camarades. Un autre sujet, c'est l'administration est au cœur, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est la CAN qui arrive, est au cœur justement de ces prises de décision. Il faut sécuriser la CAN et les informations tombent au fur et à mesure sur les dispositions qui ont été adoptées, les matériels, etc. Et ça même, c'est fait pour réjouir plus d'un, Christelle. Oui, c'est fait pour nous réjouir, parce que voilà, l'État prend à bras le corps donc, tout ce qui est sécurisation de la CAN. Et évidemment, c'est un projet qui a démarré depuis longtemps. Mais il faut retenir, André, que 176 appareils de détection de matières radioactives et nucléaires qui ont été prêtés à la Côte d'Ivoire par l'AIEA et ensuite 10 unités de mobiles cliniques et de vaccination, c'est très important, ont été acquises pour un montant global de 1 milliard 607 et 750 millions de francs CFA. Alors, mesdames et messieurs, le fait que la Côte d'Ivoire s'équipe ainsi pour la sécurisation de la CAN, évidemment, on ne peut qu'applaudir, n'est-ce pas, Daouda? Bien sûr, je l'applaudis des deux mains dans la mesure où, quand on sait qu'aujourd'hui, dans quelques jours, pratiquement à janvier, dès 10 janvier, la Côte d'Ivoire ouvre ses bras au monde pour accueillir la plus belle CAN, la CAN de l'hospitalité. Et au-delà de cette CAN où on va recevoir le monde entier, mais n'oubliez pas que l'État de Côte d'Ivoire est entouré aujourd'hui de pays qui ont à leur tête des putschistes, où des djihadistes sont en train de monter de jour en jour en puissance. Et je pense que pour ceux qui se rappellent encore, l'État de Côte d'Ivoire avait équipé nos soldats, les policiers et les militaires d'équipements, de matériel roulant et d'informatique pour sécuriser notre CAN. Et donc, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et franchement, je tiens à tirer mon chapeau à l'État de Côte d'Ivoire qui fait mains et pieds pour sécuriser les biens et les personnes lors de cette CAN. Herman, vous avez regardé tout ça, comme Daouda. Est-ce que vous en tirez les mêmes enseignements satisfaits ou vous dites, attention, on n'est pas totalement faire les choses comme il faut? Sur la question de la CAN, je pense que les appréciations sont souvent... ils changent. Parce que
on voit par moment que ça fonctionne. On a envie d'avoir un grand satisfait de façon générale, mais après, on constate qu'il y a quand même des secteurs qui ne bougent pas. Et c'est bien intéressant, effectivement. Ça, on avait vu dans le cadre du match à Korogo, comment est-ce que de façon précaire, les gens, les fouilles se faisaient. Donc, certainement, le gouvernement fait en sorte que les choses bougent à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau moi, j'attends beaucoup de choses que je ne vois pas encore au niveau de la CAN. Je ne sais pas si on peut me permettre d'en parler. Aujourd'hui, il y a quand même, il a été signalé, hein, je n'ai pas encore fait le tour. Il y a des prises, par exemple, au niveau des lumières et autres, qui ne fonctionnent pas. Des prises où ça? Des prises pour l'électricité, pour l'alimentation. Il y a la question de la gestion du trafic au niveau de la circulation. On n'a pas encore aujourd'hui, on en a parlé, mais on n'a pas encore un plan aujourd'hui de façon factuelle, un plan précis qui puisse permettre de gérer ça. Et on est quand même maintenant à moins d'un... Non, là, on est à 31 jours, parce que nous sommes le 13. 31 jours. Et donc, c'est le 13 janvier. C'est inquiétant. Bon, on va recevoir tout ce monde-là. Mais vraiment... Et vous voyez bien que l'État met les moyens déjà pour acquérir ces équipements-là. On apprend aussi qu'il est question de certains rallonges budgétaires. Je ne sais pas à quoi cela va servir et qui créent des petites bisbilles. Des bisbilles avec le Premier ministre qui est... Et le COCAN. Le COCAN, le Premier ministre qui est ministre des Sports. Et le COCAN. Ça veut dire que moi, je pense que là, quand même, la gestion des fonds, c'est vrai qu'on veut couvrir tout cela. Et je parie une chose, tel qu'on connaît le fonctionnement du président Alassane Ouattara, après la CAN, il y a des gens qui ont allé au PPA. Non, mais il faut quand même parler de la manne de il ne faut pas prophétiser l'arrivée des gens. Actuellement, il essaie de contenir tout cela, mais je crois qu'après la CAN, quand on aura fini la fête, il y a des gens qui ont... Vous estimez qu'il y a mauvaise gestion, c'est cela, Herman? Oui, moi je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on voit de l'amateurisme. Il peut y avoir des erreurs de gouvernance ou des choses comme ça, mais ne parions pas vraiment sur des malversations, forcément. Mais si les gens ont fait des détournements sur des cas précis, il faut bien qu'ils partent au PPA. Absolument. Dans tous les cas, en tant que journaliste et analyste, vous avez donc vos sources et je pense qu'en temps normal, on en reparlera. Êtes-vous aussi pessimiste qu'Herman, que dans toute cette affaire, il y a beaucoup d'amateurisme? Non, moi Et qu'il est même une prophétie, voilà, il devient un prophète de malheur pour annoncer voilà, des choses assez... Non, mais je pense que Christelle, en tout cas pour tout le monde sur le plateau ici, vous savez que moi, je suis l'Ivoirien le plus optimiste qui puisse exister. Hein. C'est ça. Voilà, moi, je suis très optimiste jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, justement, je salue déjà cette initiative, hein, ces dispositions sécuritaires qui ont été prises là. Déjà, les 176 appareils de détection. Déjà aussi, il faut rappeler que l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, a pour habitude d'accompagner les grandes compétitions. C'était le cas sur les Jeux olympiques 2004, 2008 et puis plusieurs autres compétitions au niveau mondial. Donc, depuis le mois de juillet, effectivement, l'AIEA s'était engagée, bien évidemment, sous la demande des autorités ivoiriennes, à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cette stratégie de sécurité-là. Et c'est ce qu'elle est en train de maintenant matérialiser avec, je dirais, le don de 176 appareils de détection de matières radioactives et nucléaires. Mais à côté de ça, il faut saluer aussi l'initiative même des autorités ivoiriennes qui ont, dans le cadre, bon, la CAN est un prétexte, mais ça va plus loin que la CAN. Dans le cadre de la sécurisation, même, je l'ai dit, sanitaire des Ivoiriens, prévenir les épidémies éventuellement, favoriser la vaccination des enfants, a acquis aussi 10 unités mobiles voilà, qui vont être utiles pour la CAN 7, mais qui, après la CAN, vont servir aux unités médicales de l'État. Et ça, c'est des initiatives quand même qu'il faut saluer parce que c'était aussi une des préoccupations. C'est vrai qu'on a acquis, dans le cadre de la CAN, un certain nombre d'infrastructures et je dirais de moyens de mobilité. Il était question de réfléchir à comment tout ça est mis en musique après l'événement, parce que l'événement ne durera juste qu'un mois après. Donc déjà, ces initiatives-là sont à saluer. Très bien. Merci beaucoup, André. Oui, Isabelle. On n'a pas entendu Isabelle là-dessus. Non, aujourd'hui, je suis très sage. Attends qu'on me donne la parole. Voilà. Ça va, on ne vous a pas oublié. Allez-y, Isabelle. Non, tout le monde a dit que c'était salutaire, mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. Je dirais que c'est rassurant véritablement. Mais au-delà même de l'acquisition de tout ce matériel-là, c'est aussi nos agents qui ont été formés à la stratégie de lutte contre le terrorisme, à la stratégie de gestion de foule et pas mal d'autres éléments également. Et il faut savoir aussi que pour la CAN, on attend environ 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà même de cette compétition, de la ferveur qu'il va y avoir, c'est aussi salutaire pour la Côte d'Ivoire
d'Ivoire qui a l'acquisition donc de mobiles sanitaires, qui a l'acquisition de routes, de ponts, etc. pour faciliter en tout cas la sécurisation, surtout le transport des biens et des personnes. Et j'ai envie de terminer en disant que c'est encore rassurant parce que ça permet de renforcer notre résilience sécuritaire, la résilience de notre système sécuritaire et aussi la résilience de notre système sanitaire. Merci Isabelle pour ce tour à propos donc de sécurisation de la canne et ce matériel qui a été reçu et aussi acquis par la Côte d'Ivoire. Il y a on va dire ce qui nous a été prêté et ce que nous avons donc acheté pour continuer après la canne à les utiliser au profit des populations. Alors, tous les jours, il y a une information qui apparaîtra dans l'espace public à propos du PDCI RDA. Et là, ce qu'on a appris hier, c'est Maurice Kakou-Gikawe qui avait pris jusque-là acte de ce qu'il avait appelé une sorte de manœuvre pour l'éliminer, a finalement décidé de se retirer de la course. Comment juge-t-on cet acte? Comment analysez-vous tout ça, Christelle? Bien sûr. Alors, le feuilleton continue, André. On observe de très très près ce qui se passe au PDCI. Et hier, la liste a été communiquée, la liste des candidats communiquée, il y figurait. Et aujourd'hui, voilà, breaking news, comme on le dit en anglais, il décide de ne pas participer à cette élection-là. Mesdames, madame et messieurs, vos avis sont attendus. Comment analysez-vous justement ce retrait du SE, donc du secrétaire exécutif Gikawe de la course? Bon, pour ma part, je pense qu'il n'en pouvait qu'être... Que se retirer? Que se retirer, parce que déjà, tout avait été déjà mis en œuvre. Quand on regardait le processus pour qu'il ne puisse pas aller à ces élections, il s'est retiré, il ne veut pas qu'on associe son nom et son image à cette élection. Mais au-delà de tout ce qui a été dit durant toute cette semaine sur la question de Maurice Kakou-Gikawe, moi je pense que M. Maurice Kakou-Gikawe, le secrétaire général du PDCI, s'est fait avoir. Pourquoi est-ce que je dis qu'il s'est fait avoir? Parce que finalement, on se rend compte qu'il a préféré s'en tenir à des promesses ou bien à des propos ou bien des déclarations qui lui ont été faites. Il s'en tenait à ces propos-là. Or, pour ses 50 ans, pour son expérience politique, il doit savoir que tout ce qu'on doit te dire doit être fait à l'écrit. Et comme ça n'a pas été fait à l'écrit, j'estime que M. Maurice Kakou-Gikawe s'est fait avoir comme un bleu. Daouda, vous dites qu'il s'est fait avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kakou-Gikawe n'est pas là face à un principe de réalité? Il s'est bien rendu compte que finalement, le parti était en ordre de bataille derrière Thiam. Non, au-delà de... Même si le parti est en ordre de bataille derrière Thiam, si dès le départ, les échanges que le camp Gikawe et le conseil, comment on appelle ça, le comité électoral et le conseil de conciliation, le comité de conciliation, les échanges qu'ils avaient, si tout avait été fait sur papier, je ne pense pas que le 11, le président du PDCI allait nous sortir un dernier communiqué pour nous dire qu'aucun candidat n'a été rejeté ou, comment ça, il a dit, quel est le thème qui a été rejeté de la liste électorale. Or, avant cela, on sait très bien que M. Kopli avait fait une autre déclaration pour dire qu'il informait les militants pour dire que 3 candidats se retiraient et que les conciliations, les discussions continuaient entre 2 candidats, notamment Yassé et Thiam. Donc finalement, quand on arrive à ce niveau-là, on se rend compte que finalement, M. Maurice Kakou-Gikawe, malgré ses 50 ans de militantisme politique, son expérience, il s'est fait avoir par le comité. Herman, est-ce que vous partagez le point de vue de Daouda qui tend à faire croire que justement, il aurait fait confiance? Est-ce que vous le partagez ou pas? C'est ça sa question. Voilà. Est-ce que vous le partagez? Je ne dirais pas que je le partage, je ne le partage pas, mais j'ai mon point de vue. Allez-y, donnez votre point de vue sur la question. J'estime que le comité électoral, sur la question de Gikawe, quand même, manœuvre mal. Parce qu'en réalité, quand tu regardes au niveau... moi, je le comprends. Aujourd'hui, on peut appeler ça un piège. Comme on l'a dit là, il a été niqué, c'est quoi? Eux, ils sont partis dans un processus de conciliation. Donc, le simple fait même d'évoquer la menace de son contrôle judiciaire, c'était pour lui dire « Ah, toi, on peut te choisir, mais après, les gens peuvent diligenter des choses contre toi. » Donc, ça peut être une menace pour nous. Donc, ils n'ont pas formalisé. Et jusque-là, nous, on se posait aussi la question,
Où est-ce que Guy Kaoué, c'est quel est ce communiqué-là qui a montré à Guy Kaoué qu'il a été écarté? Donc, et en réalité, lorsque Brendou le dit, il a raison, puisqu'ils n'ont produit aucun communiqué dans lequel ils disent que Guy Kaoué, moi je pense que... Mais moi, pour finir rapidement, parce qu'on doit partir. Lorsqu'il y a un gros malaise, il y a des frictions. Le PDCI n'en a pas besoin actuellement. Ça, c'est votre Quand on regarde Jean-Louis Billon, la déclaration conjointe de Jean-Louis Billon et de Thierry Tano, où ils parlent même, ils évoquent quelle est la crédibilité, la légitimité de ce président qui serait élu s'il y a ces gens, il doit pouvoir régler cela. Et je pense peut-être qu'il se donne des moyens pour y arriver. Élisée, vous avez une 30 secondes chacun parce qu'on a un impératif. Ouais. Ok, moi c'était juste pour dire que contrairement à ce que Daouda disait, je ne pense pas que le professeur Maurice Guy Kaoué s'est fait avoir. Je pense qu'il est resté constant dans ses principes. Depuis le début, il a dit qu'il y avait des manœuvres qui étaient en cours pour essayer de le discréditer. Il a montré par A plus B les éléments qui l'amenaient à tirer une telle conclusion. Et aujourd'hui, il arrive à la conclusion que lui-même se retire, puisqu'il a dit de sa propre bouche qu'il ne sera pas celui-là qui sera l'acteur de l'implosion du PDCI. Donc cette base se retire. Isabelle. Pour bon nombre de jeunes au niveau du PDCI, c'était vraiment l'occasion pour eux de vivre une pleine démocratie, de vivre en tout cas un congrès d'unité, d'union, de transparence. Mais là, on assiste vraiment à une cacophonie, à une certaine confusion. Qui est candidat, qui n'est pas candidat, communiqué sur communiqué. Moi, ça me renforce juste ma position et en tout cas mon analyse de me dire que ce sont des manœuvres politiques qui sont faites pour justement conforter Thiam à la présidence donc, du PDCI-RDA. Et je trouve ça dommage parce qu'en définitive, avec la façon dont le processus électoral est en train d'être fait, quelle légitimité finalement pour le président du PDCI une fois qu'il sera à la tête. Voilà. Très bien, mais en tous les cas, autant vous, analystes, que d'autres qu'on recevra ici avant le Congrès, on va débattre longuement de ce rendez-vous important pour la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tout de suite. Elles sont dans tous les secteurs de l'activité productive de notre pays. Vous le savez, les femmes tiennent une bonne part de la richesse économique dans notre pays. Et pourtant, elles ne sont pas très souvent valorisées. Comment faire ? Quels sont les outils qui pourraient les aider donc à se retrouver justement aux premières loges quand il s'agit de redistribuer ce il est convenu d'appeler une richesse nationale. Elles sont là, des invités qui vont nous en parler tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, ce programme, vous le retrouvez donc sur nos différents supports. Je vous le rappelle, mesdames, messieurs, sur la TNT, c'est le canal numéro 6. Et vous allez voir, je ne veux pas être très original, ce canal plus, c'est aussi le canal numéro 6. Voilà. Merci d'être avec nous. Christelle, nous avons nos invités et ça va quand même parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Très important, un sujet très important. Et justement, nous avons Madame Maïla Gozan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directrice générale de Do Well Do Good Côte d'Ivoire et accompagnée de Dr Magnatier Serifou, conseiller technique en charge de la promotion et de la protection des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Et vous êtes experte en stratégie genre et inclusion et docteur en criminologie. Oui. Merci. Avec vous, André, justement, on parlera de ce programme hautement important, et vous l'avez dit, ça m'intéresse au plus haut point. Il s'agit du PEFA, le programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Et il est de bonne loi qu'on parle de formation des femmes. Absolument. André, pour qu'elles puissent justement, valablement, arriver aux différentes sphères de pouvoir. C'est très important. C'est très important. Alors... On commence par Madame Goélan, c'est cela? Gozan. Oui. Sorry. Madame Gozan, directrice générale de Do Well Do Good. Pourquoi un tel programme? J'ai essayé de lancer donc des esquisses de réponse, mais vous êtes la personne la mieux outillée pour nous dire pourquoi ce programme. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce programme, comme vous dites, vraiment pour révéler les talents féminins africains, donc sur le continent, et permettre vraiment à cette jeunesse féminine d'éclore, en fait, d'être visible, parce qu'elles sont pleines de potentiel. C'est des jeunes femmes qui sont volontaires, qui ont envie de donner de leur personne, de montrer de quoi elles sont capables. Donc, c'était vraiment l'idée derrière cette idée et créer j'ai envie de dire, ce groupe de jeunes femmes sur le continent, dans différents pays, qui vraiment vont porter
l'Afrique vers le haut, participer à l'économie de leurs pays respectifs et donc de l'Afrique de manière générale. Donc ça, ce sont les ambitions et les objectifs du programme. Et ici en Côte d'Ivoire, comment se fait la connexion avec votre voisine? Elle va nous parler de ce que fait le ministère. Et comment se fait la connexion avec le ministère de la promotion de la jeunesse sur un tel programme? Très bien. Alors, la formation, vous devez comprendre qu'elle est gratuite pour les participantes. Et donc, c'est avec le soutien du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse, d'entreprises privées, qui vont financer donc, la formation de ces jeunes femmes. Donc, je vais laisser ma collègue nous dire un peu comment donc, le ministère accompagne. Alors justement, docteur Magnatier, quel est l'apport du ministère dans ce programme important pour les femmes ivoiriennes également? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà dire merci à Live TV qui nous donne l'opportunité d'exposer tout ce que le ministère fait. On est dans une année qui est assez spéciale, l'année de la jeunesse, même si on ne le montre pas, mais les jeunes sont au cœur de tout ce qui est mis en place actuellement dans le pays pour les 3 prochaines années. Et la part des femmes est assez conséquente dans toutes les actions que le ministère fait. Sur le PFA? Oui. Et sur le PFA, le ministère apporte un appui non seulement institutionnel, donc nous avons le portage de ce projet-là, non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des partenaires techniques et financiers. Nous avons également apporté un appui financier. Pour la cohorte de 2021 à 2022, nous avons quand même apporté un financement à près de 60 millions de francs CFA. Et nous avons également apporté un appui technique par la mise en connexion de la structure Douel Dougoul avec le secteur privé. Donc il y a des banques, il y a des structures privées que le ministère a chapeautées pour pouvoir apporter un appui à cette formation. Herman d'abord. J'ai envie de savoir quelles sont les thématiques qui seront abordées dans ce programme et puis comment allez-vous évaluer que les thèmes de référence et autres messages seront bien perçus par ces femmes-là? Ok, merci Herman pour votre question. Alors les filles, déjà, elles sont sélectionnées de manière indépendante. Donc c'est des tests de sélection, un test analytique, une rédaction en français, une rédaction en anglais. Ensuite, elles ont des tests, des entretiens de sélection, donc 2 à 3 phases d'entretien. Et donc, elles intègrent ce programme qui est composé de 8 modules. Après chaque module, elles sont évaluées. Et donc, il y a une note minimale qui est fixée qu'elles doivent obtenir pour pouvoir obtenir leur certificat de participation. Je vais me permettre de rebondir sur la question d'Herman. Okay. Quel est le profil de celles qui ont été choisies et comment justement elles ont été choisies? D'accord. Alors, elles sont de tout profil. Il n'y a pas de filière universitaire particulière. Elles sont sélectionnées, donc on lance un appel à candidature. Elles postulent, elles sont enregistrées. Et donc après, elles font le test de sélection. Après, il y a bien sûr les phases d'écrémage en fonction des notes, etc. Et ensuite, les entretiens d'embauche, si on peut le dire comme ça, pour intégrer le programme. Et donc, je poursuis sa question. Vous lui demandez quelles sont les thématiques dont ils sont enseignés. Donc, c'est vraiment une formation qui se veut pratique. Donc, c'est des compétences professionnelles, développement de l'esprit critique, la communication effective, structurée, concise, le développement de leur leadership. Elles sont accompagnées par une ancienne coach exécutive de la Harvard Business School, donc qui travaille avec Douel Dougoud, qui vraiment accompagne ces jeunes femmes pendant les 18 mois de formation, à vraiment leur permettre d'être en mesure de tenir une conversation, de faire des discours éloquents, exactement. Et elles ont aussi un volet entrepreneuriat où pendant 6 mois, on les expose donc à la création de start-up innovantes. Donc, elles sont en compétition. Elles nous proposent des idées. On les accompagne pour vraiment les peaufiner, faire des business plans, etc. Et ensuite, donc, on a eu la finale le 1er décembre dernier lors de la conférence qui a été organisée pour sélectionner 10% des meilleurs projets. Et la suite pour ces donc 2 projets qui ont été sélectionnés, c'est qu'on va les accompagner pendant 12 mois, un accompagnement technique et financier pour leur permettre vraiment d'implémenter leur start-up et qu'on s'assure que la start-up est viable. Élisée Boloubou. Oui, je voudrais juste savoir, le programme, je lis ici, se déroule sur une période de 18 mois et il est indiqué que les participantes effectueront un stage de perfectionnement au cours du programme. Donc, je veux juste savoir, aujourd'hui, c'est quoi
le pourcentage d'insertion éventuellement de ces formations-là? Est-ce que le programme, il a sa première phase, il a sa deuxième phase, il a la quatrième phase aujourd'hui? Et le taux d'insertion éventuellement est dans quel secteur généralement? Alors, les jeunes femmes, comme je disais, déjà à l'entrée, elles viennent de toute filière, mais à la sortie, elles sont formées de manière à pouvoir être efficaces, peu importe. Opérationnelles. Voilà, être opérationnelles, mais pas qu'opérationnelles, efficaces dans leur opérationnalisation, peu importe l'entreprise dans laquelle elles se retrouvent, peu importe le département dans lequel elles se retrouvent. Donc, comme je disais, on les forme à vraiment l'analyse critique. Donc, même si j'ai fait de l'informatique et que je me retrouve dans un département de stratégie, je suis en mesure d'apporter une valeur ajoutée, d'apporter un esprit critique au dossier qu'on me confie. Donc, elles viennent de finir, elles ont fini le 1er décembre, elles ont toutes fait leur stage de 3 mois et plus, certaines ont vu leur stage renouvelé, donc au sein de structures privées et étatiques. Et donc maintenant, notre objectif à Douel Dougout, bien sûr, c'est d'assurer 100% de placement, d'insertion voilà, à ces jeunes femmes d'ici 6 mois. Isabelle? Alors, pour celles qui nous écoutent en ce moment et qui sont intéressées par ce programme, comment est-ce qu'elles peuvent postuler et surtout quand est-ce qu'il va y avoir lieu en fait la prochaine cohorte voilà, de ce programme? OK. Alors, pour postuler, comme je le dis, c'est un appel à candidature qui est lancé à toutes les jeunes femmes qui sont intéressées, principalement sur les réseaux sociaux. Les étudiantes, aujourd'hui, on a une cohorte de 40, donc elles nous aident aussi à partager l'information. Donc, c'est vraiment de s'enregistrer si on est intéressé. Sur quelle plateforme? Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une page dédiée en fait, au programme? Voilà, oui, il y a une page dédiée et il y a aussi un formulaire d'inscription. Donc, elles s'inscrivent et une fois qu'on clôture la phase de sélection, là, on programme les examens, elles sont informées, elles se présentent. Alors, vous, docteur Magnaté Le Chérifou, vous, aujourd'hui, quelle est la place finalement on va dire, de l'adressage des femmes dans votre ministère? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on observe du rôle des femmes en matière d'entrepreneuriat, en matière de formation? Est-ce que quelques agrégats un peu pour comprendre comment les femmes sont prises en charge par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et surtout de l'insertion professionnelle? Alors, merci beaucoup, André. Alors, il faut d'abord aller être assuré sur une chose. Le ministère travaille sur un triptyque. Jeunesse, insertion professionnelle, il y a le service civique, il y a la promotion même des jeunes. Donc, sur ces 3 pans-là, le ministère développe des programmes spécifiques qui prennent en compte non seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi les jeunes femmes. Et si je vais sur la base, sur le programme concernant l'insertion, le pan concernant l'insertion professionnelle, vous verrez que dans nos statistiques, en tout cas, sur l'ensemble de nos programmes d'insertion, nous sommes à pratiquement 55% de femmes qui sont concernées. Et tout de suite, je le dis assez rapidement, de 2017 à 2023, quand il s'agit des programmes concernant les petites et moyennes entreprises, c'est pratiquement 5005 bénéficiaires et on estime le taux de projets financés à un montant de près de 1 milliard. Et puis, donc, ces 5005 projets financés, là, il y a des bénéficiaires. Ce n'est pas que des projets individuels, donc c'est plus des projets structurants. Si on prend le programme AGR, on a pratiquement à près de 60% de femmes qui sont concernées. Et tout cela, je pense que tient lieu, en fait, à un environnement culturel au sein de l'institution qui est assez favorable à la question de la promotion du genre, mais tout cela dépend aussi du leadership de la personne qui porte l'institution. Et c'est très important d'avoir un environnement où la directive est claire par le leader que la question des femmes doit être une priorité des actions que nous menons. Et je disais tantôt que nous avons un triptyque, donc le deuxième pan qui est le service civique. Alors nous expérimentons quelque chose d'extraordinaire. Ça vraiment, il faut que vous nous en parliez. Allez-y. Alors, dans l'imaginaire populaire, la question du service civique concerne les petits garçons. C'est ça. Alors qu'on a qui sont beaucoup de jeunes femmes. turbulents, d'après ce qu'on Oui, ça c'est des préjugés. Ah bon, mais le constat sur le terrain montre que autant les petits garçons que les jeunes filles ont un besoin de resocialisation. Alors, nous, on fait quelque chose d'extraordinaire au ministère, c'est qu'on a un centre de service civique dédié uniquement aux jeunes filles, le centre de Guingrine. D'accord. Dans la région de Boundiali. Oui, depuis l'ouverture de ce centre, on a pratiquement à 500 jeunes filles qui sont passées et on a une crèche
à l'intérieur de ce centre. Ah, on a ouvert un deuxième centre qui est Guédipo. Il y a aussi une crèche à l'intérieur. Vous avez pris en compte les besoins spécifiques des femmes. Et c'est ça réellement, quand je dis, il ne suffit pas de faire que du chiffre. Tout dépend de l'environnement culturel sensible à la question du genre. Donc, qui parle d'environnement, dit formation, de ceux qui sont amenés à mettre les projets en œuvre, mais dit aussi directives claires sur comment est-ce qu'on comprend la question, comment adresser la cible spécifique des jeunes filles, mais aussi qu'est-ce qu'on souhaite avoir à la sortie de ces programmes. Ce qui est intéressant dans ce que vous faites avec le PFA, c'est les types, c'est les curricula de formation que vous donnez à ces jeunes filles-là. Leur donner la capacité, André, d'avoir un esprit critique, d'avoir la technicité oratoire, présenter un projet, c'est très important. Mais en même temps, deux interrogations. Quelle est la régularité de ce projet-là, par exemple, sur l'année? Et deuxièmement, quand on parle de formation de femmes aujourd'hui, j'essaie d'avoir un nouveau paradigme. Si on parle de formation de femmes, qu'on ne parle pas de formation des hommes, on arrive à avoir une société quand même avec des bras cassés. Pourquoi? Parce que déséquilibrées, ces femmes-là vont aller faire commerce avec ces hommes, épouser ces hommes. On leur apprend le leadership, l'estime de soi, la façon de savoir parler aux autres et tout cela de façon triviale. Et vous avez quelqu'un en face qui ne connaît pas tout ça. Lui, il ne comprend pas ce que c'est que le leadership en tant qu'époux et tout. Et on constate peut-être qu'il est déjà formé aussi avant, on ne sait pas. Donc, ça aussi, faut voir. Donc en réalité... Est-ce que c'est une vraie problématique pour vous? C'est une problématique parce qu'on a l'impression que c'est inné chez les hommes, en fait, le leadership. Et qu'il Alors faut que finalement former les femmes au leadership. Donc comment est-ce qu'on arrive à juguler tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une de vos... Voilà, vous pensez équilibrer. Pour moi, j'appelle ça de l'équilibre. Et en exemple, je parle avec d'autres formateurs, d'autres pays africains. On n'a pas la parole pour le moment à Herman hein, sur le sujet. Non, Herman, c'était... Et dans certains pays, ils se disent que, bon, on va essayer d'équilibrer. On a commencé la formation des jeunes filles, elles avaient 15 ans, 20 ans. Elles ont grandi, elles ont 35 ans, 40 ans, elles sont formées, équilibrées et tout. Elles savent un peu ce que c'est que le leadership. Mais en même temps, le petit garçon qui a grandi là, qui n'arrive pas avec tous ses préjugés, avec son histoire et tout, voilà. Permettons qu'elle réponde. Est-ce que c'est une problématique à laquelle vous pensez? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je peux dire que ça fait partie des prochaines étapes de Douel Dougoud ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons aussi un programme mixte. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, on a commencé avec le programme femmes. Mais on a aussi un programme mixte. Et voilà, donc c'est une réelle problématique à laquelle on réfléchit. Merci d'y penser. Oui. Herman? Do well, do good. J'ai vu que dans les modules, j'ai entendu l'anglais. Pour vous, quelle est la place de l'anglais aujourd'hui dans la société pour que la femme soit pleinement leader dans son approche? Alors, pas juste la femme, tous les jeunes, parce qu'avec l'ouverture sur le monde, et pourquoi l'anglais a cette place si importante dans nos programmes, c'est parce que Do Well, Do Good a aussi des programmes standards, donc qui sont offerts à des étudiants à travers le monde, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en France, etc. Et justement, dans la formation, il y a un module où on regroupe tous les étudiants, où ils doivent travailler ensemble. Donc forcément, il faut qu'il y ait une langue commune. Les Chinois, les Indiens, etc., aux États-Unis. Donc pour nous, il était évident d'accompagner nos jeunes dames, les bénéficiaires de nos programmes, à améliorer leur niveau d'anglais pour vraiment être, si je peux le dire, encore plus compétitifs à l'international. Isabelle. Méniati de Serifou, vous êtes en charge donc du genre au niveau du ministère de la Jeunesse. On a tendance donc à associer le genre à la femme, mais finalement dans sa globalité, qu'est-ce que c'est que le genre? Alors, comment vous le définissez? C'est une question assez intéressante qui réveille beaucoup de passion chez l'experte que je suis. Et non, je ne vais pas commencer parce que Herman va me suivre là-dedans et on n'a pas encore tout le temps. Alors, la question du genre, c'est vraiment assez simplistement réduit à la question de la femme. Ça peut se comprendre, hein, l'histoire autour de la question du genre, pas de l'histoire même des femmes. Mais en fait, il faut comprendre aujourd'hui que le genre est un outil de développement. Il permet d'analyser la société, d'analyser les rapports hommes-femmes et d'en tirer les inégalités qui peuvent exister et les corriger. Donc, vu sur cet angle, il n'est ni pour les femmes, ni pour les hommes, en fait. C'est des mesures de redressement des inégalités qu'il y a dans la société. Donc, mais bien sûr, dans tout concept, il y a des branches. Donc, vous allez voir la branche qui se
se centralise uniquement autour de la question des femmes qui sera portée par les féministes. Et puis, il y aura des branches beaucoup plus mixtes, voilà, qu'on va appeler ceux qui font la promotion de la question André, du comme genre. un peu le leadership, il n'est pas féminin ni masculin, il n'a pas de genre. Exactement. Non, moi, je suis d'accord avec moi. Donc, il faut voilà. réduire la Exactement. conception à comprendre le thème comme un moyen d'analyser la société, Exactement. d'en tirer les inégalités et surtout les corriger. Parce que ça ne sert à rien de faire des constats et de puis ces ne pas- évidences-là, tout à fait. ne pas mettre en place des mesures de correction. Et je pense que c'est tout ce que le ministère de la Jeunesse essaie de faire. Et je le disais tantôt, tout dépend de l'environnement qu'on crée pour C'est ça. pouvoir atteindre des résultats objectifs. probants. Un dernier tour et on va permettre à nos invités de Herman. conclure. Magnatier, avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut espérer demain, après-demain, avoir un ministère pour les hommes? Je pense que là n'est pas... Il nous a sorti. c'est pas un truc. grand défi réellement pour la Côte Ça, d'Ivoire c'est- que d'avoir c'est un vraiment ministère intéressant. C'est dédié bien dit. aux hommes. Non, Ça, André, c'est pas un grand du tout. défi. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est que la question du genre, la question des femmes, soit portée par tout le monde et C'est qu'il ça. ne soit pas en fait relégué au rang du politiquement correct. C'est ça. Donc nous, en tout cas, on essaie de le faire. Je le disais tantôt, le premier leader du ministère de la Jeunesse, qui est le ministre Touré Mamadou, a donné des directives assez claires à toutes les structures en interne. Moi, en tant que responsable du service genre, la directive à mon niveau crée la culture sensible à la question du genre. Donc on a formé pendant 3 ans. Toutes les entités du ministère ont été formées. Ouais. Donc, c'est devenu un réflexe. Il y a une vraie approche genre Voilà. dans la gestion. Voilà, de- c'est du un ministère. processus. Il faut commencer par l'analyse de l'environnement. On ne peut pas venir tout de suite drastiquement mettre des solutions sans analyser l'environnement. Et Très bien. aujourd'hui, on arrive petit à petit à un niveau où on a une compréhension nette de la question. Et le plus grand enjeu aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est que la question soit portée et par les hommes et par les femmes. Très bien. Ça ne peut pas se faire sans Élisée, les deux. dernière question et puis on lui pose des Oui, moi, je questions. voudrais pour déjà terminer. rassurer nos invités que lorsque le programme sera mixte pour les hommes, vous pourrez réduire à 6 mois. Au lieu de 18, on pourra mixer. Il y a pas de problème. On pourra vite comprendre. Juste, là, vous avez dit que c'est une formation qui permettra, en tout cas, de préparer les bénéficiaires des emplois de haut niveau. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste au regard aujourd'hui de nos besoins, vu qu'il y a plus d'opportunités pour des emplois médians que des emplois de haut niveau? Bon, de toutes les façons, elles ne peuvent pas commencer tout de suite en haut. Il faut gravir les échelons. Donc, c'est vraiment pour dire que voilà, mais elles ont le potentiel pour grandir au sein des entreprises. Magnatier de Serifou, la question pour vous, et on termine là-dessus, et après on donnera la parole à la directrice du programme, c'est quoi les ambitions aujourd'hui du ministère vis-à-vis de ce type d'initiative? Dans quelle disposition d'esprit est le ministère par rapport aux initiatives de cette nature? Terminé. Alors, les ambitions du ministère sont claires. C'est de continuer à soutenir le programme. Et parce qu'on a conscience que positionner les jeunes... Aujourd'hui, on parle de l'impact, la clause d'impact jeunesse. Alors, cette clause d'impact jeunesse, bien évidemment, on va demander à ce que les jeunes soient positionnés dans toutes les grandes instances de prise de décision. Mais ça commence par la formation. Et on sait que plus on monte dans l'échelle des valeurs dans la société, les femmes, elles sont très peu, hein. On les voit très peu. Donc, il faut dès maintenant commencer à les former. Et je pense que c'est une vision assez avant-gardiste quand même qu'on a du positionnement des jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère réitère son soutien à l'institution Do Well Do Good. Le ministère est engagé à accompagner les femmes, les jeunes filles. Et au-delà de Do Well Do Good, c'est vraiment toutes les organisations porteuses de ce genre de projet que le ministère accompagne. Nous avons des success stories qui sont là. Nous avons le programme Pro Kids, avec qui nous avons mené un programme assez intéressant en 2021-2022, notamment le projet Elle Rise, qui était ciblé sur les jeunes filles mères, parce que c'est une cible aussi qu'on ne regarde pas. Nous avons aussi en matière de financement les jumelles de l'élevage en Côte d'Ivoire. Oui, la dinde. Les dames Kinadi. C'est ça. Oui, nous avons un excellent parcours avec ces jumelles-là. Et c'est comme ça que le ministère voit en fait l'évolution à long terme de la question. Christelle, je vous laisse la dernière question. Parce que, vous voyez, non, on a terminé, mais on n'est pas prêt de voir un ministère de l'homme. D'accord. C'est pas ambitieux. Maïla Gozan, nous en tout cas, on est de tout cœur avec ce que vous faites pour permettre aux femmes justement de passer
ce qu'on peut parfois penser être un plafond de verre, elles en ont les capacités. Il faut juste que tout le monde travaille à le faire. Je pense que les hommes ont suffisamment profité de leur place dominante. Moi, je suis un I4Chi, donc c'est normal quand je dis ça. Merci. Voilà. On va les accompagner dans la formation. Ouais, ça va nous aider, nous tous. Surtout quand on parle de la question des femmes, il faut aussi les encourager à s'intéresser à la politique et surtout à pouvoir pleinement s'engager parce que c'est vraiment... Et ça part justement de la formation. Merci. Exactement, tout à fait. Bon, si on commence à parler de formation, on n'en finira pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé, Maïla Ngozan et merci. Dr Magnatier de Serifou. Merci beaucoup d'être venu nous parler du programme PFA, programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Nous avons terminé, André, notre temps d'antenne de ce soir. Demain, c'est jeudi et après-demain, vendredi. Il ne reste que 2 soirées à passer ensemble. Isabelle, merci. Élisée, Herman. Merci. Merci Christelle. Merci à toutes nos équipes de réalisation, nos équipes techniques, éditoriales. Oui, Maï, merci à Francis, Edwige. Et on se retrouve. Ah, et à Kissi aussi. Oui, tous les cadreurs, merci. La nièce, on vous embrasse. La nièce de l'autre. La nièce de l'autre. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.